Chères étudiantes et chers étudiants, heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du cours numéro 11 consacré à l'introduction à l'histoire de l'Europe au XIXe siècle. Ce cours numéro 11 qui est consacré au colonialisme et à l'impérialisme européen. Et vous le voyez sur le plan que je vous remontre, cette deuxième partie va nous permettre d'aborder la naissance et l'apogée de l'impérialisme colonial. Et dans une première sous-partie, le plan, vous voyez, comportera classiquement trois sous-parties. Je voudrais vous montrer, vous donner en fait les raisons de ce nouveau colonialisme, de cet impérialisme colonial. Alors vous le savez, les Européens entreprennent parfois des conquêtes coloniales pour des motifs économiques et démographiques. Tel avait été le cas en particulier dans l'ancien colonialisme. Ils peuvent ainsi convoiter des métaux précieux. C'est le cas en Afrique de la fameuse légende des trésors de Tombouctou qui va les amener à entreprendre justement la conquête du Sahel et de cette ville mythique de Tombouctou. Et bien évidemment, cela se révélera une fois qu'ils seront sur place légendaire. Il peut s'agir également de se mettre en quête en fait, de matières premières nécessaires à l'industrie. On pense par exemple au cuivre, on pense également au coton, en particulier après le traumatisme de la pénurie occasionnée par la guerre de sécession, la Civil War américaine, dans les années 1860. Et puis, avec l'essor de l'industrie automobile à l'extrême fin du XIXe siècle, on pense au caoutchouc dont on va avoir besoin pour les pneus. On pense au pétrole dont on va avoir besoin pour l'essence. Donc le développement de l'automobile a également amené, je dirais, l'exploitation d'un certain nombre de ressources des mondes coloniaux. Il peut également y avoir comme raison à cette expansion coloniale, à cet impérialisme colonial, un moyen de lutter contre la Grande Dépression. Nous avons vu dans le deuxième cours d'histoire économique qu'à partir de 1873, il y a un renversement de phase économique. Nous entrons dans une phase B, une phase de Grande Dépression, de difficultés de chômage en Europe, et qui plus est, le retour quasi général au protectionnisme va encourager les pays industrialisés à chercher pour leurs produits des débouchés nouveaux et à protéger ces marchés de la concurrence étrangère. Face à l'essor sans précédent de la population européenne, les gouvernements voient aussi dans les colonies un déversoir, il faut le dire, pour décongestionner le marché du travail et se débarrasser, ça ne se dit pas comme ça, mais c'est la réalité, d'éléments potentiellement dangereux. Les gouvernements, les États vont inciter les pauvres à émigrer. Cependant, ces causes économiques, ces causes démographiques sont rarement, il faut le dire, les causes premières. La plupart des émigrants européens choisissent les États-Unis et non leur propre colonie. Et c'est la preuve que le phénomène n'est pas le phénomène central. Vous pouvez avoir également, il joue un rôle, des facteurs intellectuels, des facteurs moraux, des facteurs religieux qui expliquent aussi l'expansion coloniale du second XIXe siècle. Le goût de l'exploration, la multiplication des sociétés de géographie, dont les premières sont apparues dans les années 1820 et 1830 en Grande-Bretagne et en France, ces sociétés de géographie se lançant des défis. On pensera par exemple à la découverte des sources du Nil et on se rappellera que dans son Tour du monde en 80 jours, eh bien Jules Verne nous évoque justement un défi lancé, alors là pas dans une société de géographie, mais dans un club londonien, justement, qui va créer une forme d'émulation. Par ailleurs, les Européens désirent évangéliser les indigènes, ce qu'ils appellent les indigènes. Les sociétés protestantes vont ainsi rivaliser en la matière avec leurs homologues catholiques. Les Européens sont en fait persuadés qu'ils appartiennent à une race supérieure, le mot race est très fréquemment employé au XIXe siècle, et ils se croient investis d'une mission, celle de civiliser ce qu'ils appellent les peuples primitifs, ce que
Kipling, Rudyard Kipling, appelle à ce moment-là le fardeau de l'homme blanc. Les Européens prétendent également agir par humanité. Ils entendent ainsi lutter contre les épidémies et les famines, apporter le progrès de la médecine et de l'agriculture aux populations, et je mets bien sûr des guillemets, arriérées, celles qu'ils jugent arriérées. Ils entendent aussi mettre fin aux guerres tribales qui ensanglantent l'Asie et plus encore l'Afrique. Ils entendent également mettre un terme à la traite des Noirs et à l'esclavage qui connaissent une recrudescence du second 19e siècle, au second 19e siècle, autour en particulier de l'Afrique orientale, de l'Afrique du Sud-Est et de l'île de Zanzibar. Donc si vous voulez, il y a une ingérence européenne ici, mais sous motif, je dirais, humanitaire. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais je dis qu'elle est réelle. Il faut la prendre en ligne de compte. Mais ce sont bien évidemment, après vous avoir évoqué les causes économiques, les causes démographiques, les causes d'émulation géographique, intellectuelle, les motifs moraux et religieux, ce sont bien évidemment les causes politiques et géopolitiques qui sont absolument déterminantes et qui expliquent principalement l'impérialisme colonial. Les Européens voient en effet dans la colonisation, dans cette seconde colonisation, un moyen d'accroître leur puissance et leur prestige. Les colonies doivent leur procurer en fait des forces militaires supplémentaires et des ressources dont il manque. L'expansion coloniale peut aussi être un dérivatif à une humiliation, à des déboires politiques, militaires en Europe. On pense par exemple en France à la défaite dans la guerre de 1870-1871, qui amène, vous le savez, la perte de l'Alsace-Moselle, et un certain nombre de dirigeants français, je pense par exemple à Jules Ferry, pour ne donner que cet exemple, qui pourtant était vosgien lui-même, va avoir l'idée d'une expansion coloniale pour redorer, si j'ose dire, le blason de la France et éviter de parler constamment de la revanche vis-à-vis du voisin allemand. Et dans le cadre de ce nouvel impérialisme colonial, les puissances européennes se livrent à une véritable course-poursuite pour l'acquisition de colonies. Beaucoup croient que les pays qui refusent d'y participer sont irrémédiablement voués au déclin. C'est dans la pensée du temps. Et cela entraîne, il faut le dire, une forme de surenchère et amène certaines nations à s'installer dans des contrées uniquement pour que d'autres ne puissent pas s'y installer les premières. Des groupes de pression et des courants idéologiques encouragent d'ailleurs les gouvernements dans cette voie. On pensera par exemple au Royaume-Uni, au rôle de Charles Dilke, qui publie en 1868 un livre, Greater Britain, c'est-à-dire la plus grande Grande-Bretagne, si j'ose dire, qui est un manifeste en fait pour l'agrandissement impérial et colonial de la Grande-Bretagne, une projection de la Grande-Bretagne pour que la grandeur en fait de ce qui est la première puissance européenne au XIXe siècle puisse durer au fil des siècles. Des associations et des ligues sont aussi créées, des organes de presse, il y a une forme de lobbying qui apparaît ici, des expositions sont organisées pour promouvoir cet impérialisme. Ce phénomène que l'on voit en Grande-Bretagne existe dans la plupart des autres grandes puissances européennes, à l'exception de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie, de par sa position, étant quand même une puissance, un empire enclavé à l'intérieur de l'Europe. Alors, il y a un débouché sur la mer, c'est le débouché de Trieste, c'est la Croatie, la côte dalmate, mais globalement, je dirais, la puissance austro-hongroise est une puissance terrestre. Et donc, c'est un peu l'exception, si vous voulez, qui confirme la règle. Alors, cependant, toute cette propagande que je vous évoque a véritablement un rôle efficace sur l'opinion publique,
en Grande-Bretagne, mais pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'illusionner sur le fait que le paysan français, le paysan russe ou le paysan italien va voilà, s'enthousiasmer pour les conquêtes coloniales que l'on peut faire, même si l'école de la République en France, par exemple, eh bien, met l'accent justement pour la grandeur de la France sur ces fameuses cartes où le rouge impérial est dominant avec celui de la Grande-Bretagne pour montrer la puissance de la France. Donc il y a plutôt, je dirais, une forme, quand mes collègues spécialistes l'ont bien montré, d'indifférence des populations, mais il n'y a pas d'hostilité, bien au contraire. On a même plutôt, je dirais, une forme d'amour-propre, de gloriole, satisfait par ces conquêtes coloniales. Mais on ne se battrait pas, en fait, pour défendre ces colonies et les étendre. Le camp des détracteurs du colonialisme, dans la période que je vous évoque, dans les années 1880, 90, 1900, a tendance, lui, par contre, ça il faut le constater, à régresser. En fin de période, ces critiques sont principalement dues à la deuxième internationale ouvrière, apparue à la fin des années 1880, qui va mettre l'accent sur le fait que ce colonialisme, cet impérialisme, eh bien, nuit aux classes laborieuses européennes et provoque des chocs entre puissances européennes dont pourrait sortir une guerre. Mais c'est un phénomène isolé et cantonné, je dirais quasiment, aux hommes de la deuxième internationale. Alors maintenant, dans un deuxième temps de second 2, je voudrais vous montrer que l'expansion coloniale des Européens au cours de ce second 19e siècle est une expansion quasiment sans limite. Dès le début en fait des années 1880, les grandes puissances européennes, y compris désormais l'Allemagne et l'Italie, qui ont réalisé leur unité, pour l'Italie principalement en 1860-61, même s'il reste quelques terres qui ne font pas encore partie de l'Italie à ce moment-là, et puis il y a un deuxième mouvement, vous le savez, on l'a dit, en 1870-1871, avec le fait que Rome devienne capitale du royaume, et pour l'Allemagne, principalement à la faveur de la guerre de 1866 contre l'Autriche et de la guerre de 1870 contre la France, avec la proclamation du Deuxième Reich en janvier 1871. Eh bien, l'Allemagne et l'Italie rejoignent ce mouvement des grandes puissances que sont la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, dans une compétition effrénée pour le partage du monde, que l'on appelait à l'époque la course au clocher, ou encore la ruée, le scramble, pour reprendre l'expression britannique. Alors cette course au clocher, ce scramble, cette ruée, a lieu principalement en Afrique noire. À partir de leur point d'appui côtier, les Européens cherchent à prendre le contrôle de l'intérieur du continent, en particulier du bassin du Congo. Et la conférence de Berlin, qui se déroule de novembre 1884 à février 1885, va définir les règles du partage de l'Afrique. Mais les autres continents n'échappent pas à cette frénésie de conquête, au point qu'à la fin des années 1890, les puissances européennes n'ont plus que quelques territoires à se disputer et leur rivalité prend un tour plus agressif. C'est ce que nous avons décrit dans les cours précédents. La rivalité entre l'Angleterre et la France va se heurter à propos du Soudan, parce que les Britanniques veulent relier leur possession du nord de l'Afrique, l'Égypte, à leur possession du sud d'Afrique australe, du Cap, et les Français, l'Afrique occidentale française, à ce qu'ils possèdent à l'est, du côté de Djibouti. Et le heurt, si vous voulez, les routes vont se croiser au niveau du Soudan, le heurt de Fashoda. Nous l'avons décrit dans un cours précédent. Mais l'Allemagne et la France se heurtent, et on l'a vu aussi, à propos du Maroc. L'Angleterre et la Russie, alors là nous quittons l'Afrique, à propos de la Perse et de l'Afghanistan. Donc ces heurts entre puissances européennes pour motifs coloniaux sont multiples. Alors je voudrais maintenant
vous montrer une carte pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, dans mon manuel Comprendre le 19e siècle figure une carte, mais le choix de l'éditeur, Belin, a été de mettre des cartes en noir et blanc, ce qui fait que, alors on a des niveaux de grisé, on a des hachures, c'est visible quand vous avez le livre sous les yeux, on voit très bien, mais par contre à l'écran ça va très mal passé, d'autant plus que c'est assez petit. Alors je suis revenu à l'édition antérieure, j'avais publié ce cours en fait en 2 manuels, hein, dans la collection Atouts de Belin, déjà chez Belin, Introduction au 19e siècle, et dans le tome 2, hein, je vous le montre, hein, mais ça c'est plus ancien, ça date de 2003-2004, Comprendre le 19e siècle c'est 2018, la carte, vous voyez, était en couleur, avec des niveaux de rouge et de gris qui permettent de mesurer l'emprise des Européens à travers le monde, hein. Vous voyez en particulier les possessions coloniales françaises en rouge, comme elles étaient sur les cartes murales, les planisphères qu'avaient les enfants dans leur salle de classe à l'école primaire sous la Troisième République. Et vous avez les possessions coloniales britanniques qui apparaissent en rose. Et vous voyez que ce sont les 2 principaux empires coloniaux, mais par la légende, je rapproche, vous voyez que les Italiens, vous voyez que les Espagnols, que les Allemands, que les Portugais, que les Belges, avec le Congo belge, possèdent également de grands territoires coloniaux, et que des puissances extra-européennes, je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense également au Japon, commence à émerger, et qui dit émergence de puissances comme celle-ci, dit volonté de se bâtir un empire colonial. Donc ça n'est pas l'apanage des Européens, entendons-nous bien, et comme l'Europe dominait le monde au XIXe siècle, les pays européens sont les principales puissances coloniales, c'est entendu. Alors je vous remontre une dernière fois cette carte, parce que quand vous regardez l'Afrique, il n'y a plus en 1913, hein, la carte est centrée sur l'année 1913, que 2 territoires qui ne sont pas colonisés. Alors un qui a été libéré de la volonté des Américains dans le premier 19e siècle, c'est un petit territoire du golfe de Guinée, le Libéria, dont la capitale, déjà le nom Libéria, vous voyez, évoque justement cette liberté des esclaves. C'était, je dirais, un territoire libre pour que les esclaves affranchis puissent se réfugier à la base, hein, le Libéria. Et la capitale s'appelle Freetown, hein, tout naturellement, hein, la ville libre. Et puis, dans le nord-est de l'Afrique, eh bien, vous avez l'Éthiopie, qui est l'objet de convoitise, mais qui, à la veille de la guerre de 14-18, échappe encore aux puissances coloniales. Après-guerre, c'est que dans l'entre-deux-guerres, l'Italie, qui est en mal de reconnaissance et de conquête coloniale, en particulier sous le fascisme, à partir de 1922, eh bien, dans les années 30, s'en prendra à l'Éthiopie. La conquête de l'Éthiopie sous l'égide de Mussolini. Mais c'est hors de votre programme. Alors au total, je dirais, le second 19e siècle est une grande période d'expansion coloniale, hein, puisque quand on regarde les choses d'un peu près, seuls les Espagnols perdent davantage de possessions qu'ils n'en gagnent. En l'occurrence, le Maroc septentrional et le Rio de Oro, mais c'est à peu près tout, hein. Et on a évoqué tout ce qu'ils ont perdu au début du siècle dans le Grand Ain, en Amérique latine. Et en 1914, eh bien, que remarque-t-on des empires? Je vais vous évoquer les 3 principaux d'entre eux. Vous allez voir, c'est impressionnant, mais il y a un très gros différentiel entre les 3. Le plus grand empire colonial de la planète, sans surprise, est l'empire britannique, puisqu'il s'étend sur 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, hein. C'est une superficie très impressionnante, hein, qui égale en fait quasiment un continent, et il réunit, cet empire colonial britannique, 400 millions d'habitants. C'est absolument gigantesque, sachant que bien évidemment c'est grâce à l'empire des Indes que la plupart de cette population est dans ces 400 millions, hein. C'est très très clair. Ça représente, pour vous donner une idée, le 6e à peu près de la population mondiale en 1914. Alors suit l'Empire français, mais très très loin derrière, puisque l'Empire français c'est 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 3 fois moins
que l'Empire britannique, mais c'est tout de même 20 fois la population de la métropole, 550 000 km², 11 millions de kilomètres carrés pour l'Empire colonial, c'est considérable. En revanche, un empire colonial qui est peu peuplé, puisqu'il a, si j'ose dire peu peuplé, 50 millions d'habitants, 8 fois moins que l'empire colonial britannique. Il faut ici, en effet, faire la part des forêts équatoriales. Alors on pense à la forêt de Guyane, bien évidemment en Amérique du Sud, mais on pense également à la forêt équatoriale de l'Afrique, et puis bien évidemment le désert du Sahara pour ce qui est de l'Algérie. Donc on comprend que la population soit moins importante. Notez quand même qu'avec 50 millions d'habitants, il y a plus d'habitants dans les colonies françaises qu'il n'y en a en métropole. Vous avez à la veille de la guerre de 14, 38-39 millions d'habitants en France. Et puis alors le troisième empire colonial, c'est intéressant, vous voyez, je pense d'avoir, c'est pour ça que je vous les donne, je ne suis pas partisan de vous assommer de chiffres, mais que je vous donne quelques chiffres pour que vous puissiez établir des comparaisons. Le troisième empire colonial vient très très loin derrière, puisque c'est l'empire allemand qui couvre 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 10 fois moins que l'empire britannique et 3 fois et demi moins que l'empire français. Et une population, là encore, bien moindre, 16 millions d'habitants environ. Alors en leur ajoutant, maintenant faisons un petit panorama complet, revenons une dernière fois à cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure, en leur ajoutant à ces possessions britanniques, françaises et allemandes, eh bien les possessions russes, belges, néerlandaises, portugaises, italiennes, espagnoles et danoises, les empires coloniaux couvrent désormais plus du tiers des terres émergées. Donc vous voyez combien c'est considérable. Ça n'a jamais été autant dans l'histoire de l'humanité et ça ne le sera plus après la guerre de 14-18. Alors troisième et dernier temps de notre cours, voilà le plan. Je voudrais maintenant vous évoquer comment s'organise ce nouveau système impérial, ce nouveau système colonial. J'ai utilisé l'expression de système impérial. L'expression empire colonial pourrait laisser supposer une forme d'uniformité dans l'organisation et dans l'administration des territoires dominés. Elle recouvre en fait dans la réalité, cette expression, une grande diversité de statuts qui résultent de modalités particulières de colonisation, de la nature également des territoires et des peuples colonisés, et de l'existence chez les colonisateurs, et c'est en fait peut-être l'aspect le plus important, de deux grandes conceptions. Alors, c'est un cours de L1, normalement. Des élèves du secondaire le suivent, mais peut-être des collègues de l'enseignement supérieur ou des étudiants beaucoup plus avancés qu'en L1. J'adapte mon propos, je précise bien, je mets, vous voyez, tout un tas de formes à des étudiants de L1, c'est-à-dire que j'aurais tendance ici à en dire plus que ce qu'on vous dit dans l'enseignement secondaire, mais bien évidemment, je vais être contraint dans un cours qui dure 55 minutes de simplifier énormément les choses par rapport à la réalité. Je vais en fait vous synthétiser, modéliser deux conceptions de la colonisation qui ne sont pas aussi parfaites dans la réalité que je pourrais le donner à croire quand vous regarderez cette vidéo. Il n'en demeure pas moins que vous avez une conception qui est associationniste et une conception qui est assimilationniste. Donc l'association d'un côté, l'assimilation de l'autre. Encore une fois, ne généralisons pas, mais retenons que dans le modèle de l'association, eh bien vous avez plutôt la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Et que dans le domaine de l'assimilation, eh bien vous avez plutôt la France, les autres puissances, en particulier les puissances latines, les puissances héritières, je dirais d'une certaine façon, de l'empire romain de l'Antiquité, ça vient de loin, la France des Lumières, la France de la Révolution française, avec ses idéaux, et peut-être la puissance qui incarne le mieux cette volonté d'assimilation. Alors, quelques mots pour commencer sur l'association. C'est l'idée, si vous voulez, l'association de dominer en respectant les particularités des autochtones.
On retrouve cette idée absolument partout dans l'Empire britannique, hein, en Inde, dans les colonies d'Afrique noire, c'est le indirect rule, avec les chefs de tribus, le gouvernement indirect, mais c'est dans les colonies de peuplement européens que ce phénomène est le plus poussé, avec le principe du self-government, c'est-à-dire l'autonomie, je dirais presque, de gouvernement. Ces territoires vont devenir à la fin de notre période, à la fin du 19e siècle, ce que l'on appelle les dominions. Les dominions. Alors c'est le Canada qui le devient précocement, dès 1867. C'est ensuite l'Australie qui le devient en 1901, puis la Nouvelle-Zélande en 1907, et le quatrième dominion, eh bien, c'est l'Afrique australe, l'Union sud-africaine, en 1910. Ces territoires, s'ils ont toujours pour souverain la reine d'Angleterre, jusqu'en 1901, Victoria, et puis après son fils ou son petit-fils, donc son fils Édouard VII, à partir de 1901, eh bien, disposent d'un parlement et d'un gouvernement responsable. Simplement, le souverain est à Londres, et le souverain, c'est la reine ou le roi d'Angleterre. Voilà un peu pour le système de gouvernement. Donc vous voyez une forme d'autonomie, alors plus ou moins poussée, mais d'autonomie tout de même. Alors à l'inverse, le système de l'assimilation. Eh bien le système de l'assimilation, comme je vous le disais, est héritier d'une certaine façon de l'Empire romain, de la colonisation romaine, et aussi, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, d'une forme de croyance en l'universalisme de l'homme, hérité des Lumières et de la Révolution française. Les colonies françaises, les plus anciennes, celles qu'on appelle au XIXe siècle les vieilles colonies, je pense aux Antilles, je pense à la Guyane, je pense à la Réunion, je pense au comptoir du Sénégal, je pense aux établissements de l'Inde, conservent un gouverneur, mais leurs habitants sont citoyens français par naissance, élisent des conseillers généraux dans le cadre d'une départementalisation. Ils élisent aussi, alors pas toujours sur le 19e siècle, mais le plus généralement, des députés. Ils élisent des sénateurs, à l'instar de la métropole. C'est intéressant. En Algérie, on a le même cas de figure. Je mettrai un bémol quand même à cela, parce qu'il y a une tentative très originale, très intéressante, qui est celle de Napoléon III. Napoléon III avait vu que eh bien, les Britanniques, quand ils cherchaient à aller trop loin, pouvaient se heurter à des révoltes. Ça avait été le cas de la révolte des Cipayes dans les années 1857-58. Je vous en ai parlé dans le Grand 1. Et lorsqu'il a eu à définir un régime pour l'Algérie qui venait d'être pacifié, il s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas bon en fait de mettre en place un royaume arabe. Il serait le roi des Arabes et il serait l'empereur des Français. Et les Arabes, Arabes musulmans, conserveraient, Arabes et Kabyles, bien sûr, et Berbères, conserveraient je dirais leur loi, leur manière de se gouverner, mais sous l'autorité suprême de l'empereur Napoléon III. Donc un petit peu ce qu'ont été amenés à faire les Britanniques, en particulier à partir de cette révolte des Cipayes en 1857-58. Simplement, il s'est heurté à de telles résistances, et son règne a pris fin en 1870, que cette politique du royaume arabe a échoué, et qu'en fait la Troisième République sera plus assimilationniste en fait que les régimes qui l'ont précédé. Alors, ailleurs, hors de l'Algérie, hors des vieilles colonies dont je vous parlais, la France va constituer de vastes fédérations qui permettent, on essaie d'aller quand même à la facilité, il faut le dire, une gestion plus facile. Ça va être en Indochine, l'Union indochinoise. L'Indochine est conquise à partir des années 1860, donc encore sous le règne de Napoléon III, et puis au cours des années 1870. En Afrique occidentale, dans le golfe de Guinée, ça va être l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et puis, ça va être Madagascar, qui va être gouvernée, la grande île de l'Est de l'Afrique, sur ce modèle. Et ça va être l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'expansion coloniale du second 19e siècle a de multiples effets sur les populations et les économies indigènes. C'est ce que je voudrais maintenant vous dire
pour terminer. Elle accroît d'abord, dans un premier temps, la mortalité. Indéniablement, il faut le dire, car il y a les guerres coloniales, ça c'est le premier élément, les guerres de conquête. Il y a, et c'est le deuxième élément qu'il faut ici souligner, il y a le fait que, et on l'avait vu au moment de la conquête de l'Amérique latine, sur les civilisations comme les Incas par exemple ou les Aztèques, il y a l'importation de maladies par les Européens, les peuples indigènes n'ayant pas développé d'anticorps, et le choc va être très brutal pour toutes les maladies importées, alors en particulier la tuberculose qui au XIXe siècle va faire absolument des ravages dans les populations d'Asie et les populations européennes, africaines, du fait de l'arrivée des Européens. Mais dans un deuxième temps, l'arrivée des Européens fait baisser cette mortalité. Grâce à l'arrivée d'une médecine européenne, grâce à l'assainissement de zones insalubres qui permettent de lutter contre les épidémies, mais aussi grâce à l'introduction de nouveaux produits alimentaires qui vont réduire les famines. Alors, vous voyez, du négatif, indéniablement, mais aussi, quand on est honnête, du positif. Il n'en demeure pas moins que des civilisations millénaires, je pense à de grands États d'Afrique noire, eh bien, vont avoir du mal à résister au contact brutal avec la civilisation industrielle, avec la civilisation importée par les Européens. L'action par ailleurs des missionnaires et des enseignants va entraîner bien, une forme d'éradication des cultures traditionnelles au profit d'une acculturation de l'Afrique noire, mais là aussi, je mets un bémol, qu'il ne faut pas exagérer. Un chiffre que je vous donne, vous savez, on a en tête ce qu'on apprend parfois dans le primaire, ou bien qu'on apprenait dans les générations précédentes. Soi-disant, sous la Troisième République, nous apprenions aux Africains noirs, dans les colonies françaises, leurs ancêtres les Gaulois, ce qui était bien évidemment une hérésie. Je vais vous donner un chiffre pour vous démentir un peu les faits. En 1913, dans l'Afrique occidentale française, il n'y a qu'1% d'enfants qui sont scolarisés. Donc vous voyez, c'est à double tranchant ce chiffre. Mais ça vous montre que l'acculturation est quand même réduite, elle est quand même restreinte. Alors, ce qu'on ne peut nier en revanche, c'est qu'il y a bien sûr des formes de ségrégation grave, de profondes inégalités, le fait que les autochtones sont généralement de simples sujets et ne sont pas des citoyens, bien sûr, ils n'ont pas de droits civiques, ils relèvent, sous la Troisième République, d'un code de l'indigénat, et d'un régime pénal particulièrement sévère. Ils sont cantonnés dans des emplois subalternes, ils sont payés par des salaires de misère. Enfin, d'un point de vue économique, là aussi c'est ambivalent, mais je me garderai bien de dire voilà, vers quel côté penche le plateau de la balance. Il y a du positif, il y a du négatif, ça c'est indéniable. Tout chercheur, tout historien honnête le dira. Maintenant, où les choses penchent, peut-être quand même du côté négatif, quoique le développement des infrastructures, des voies ferrées, des ports par les Européens, de nouvelles technologies apportées, mais effectivement, tout ça, c'est pour drainer bien, les matières premières, les ressources énergétiques dont les Européens, je vous le disais, ont besoin. C'est une forme de pillage. C'est ce que l'on appelait le drain. Et donc cela, bien évidemment, entraînera par la suite, elles sont encore minimes, on en abordera quelques-unes dans le cours numéro 12 la semaine prochaine, des formes de révolte des peuples dominés. Je vous remercie.